placé en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun, Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Kias. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hotel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. De communion avec les autorités du Cameroun, Yaoundé a désormais le tout premier et unique supermarché de boissons au Cameroun, Drinks Center. Drinks Center, regardez, appréciez, confirmez par vous-même que du bonheur. Jus, bière, vins et spiritueux, rien ne manque, tout y est. Drinks Center, c'est le carrefour des grandes marques de boissons camerounaises, africaines et mondiales. Le tout premier supermarché de boissons au Cameroun est situé à Yaoundé, route des Ligaisons à quelques mètres de l'immeuble Jaco. Contact Drinks Center, achetez l'esprit libre. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SEGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sego.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de B-News 1, première sortie de la semaine de votre programme Obama Time. Et ce soir, nous parlons d'économie, spécifiquement du développement. On essaye de comprendre les rapports, du moins les conditions qui peuvent favoriser le développement des partenariats publics-privés au Cameroun. Les partenariats publics-privés donc qui ont montré leur efficacité sur d'autres cieux pour le développement des infrastructures qui tardent à décoller au Cameroun. On se rend compte que les pouvoirs publics privilégient beaucoup plus le mode de financement direct, notamment l'endettement. Ce soir, on essaie d'examiner, d'évaluer, de faire l'état des lieux des partenariats publics-privés au Cameroun, de voir quelles sont les conditions qui peuvent favoriser le développement du Cameroun à travers ces différents partenariats. On essaiera également de comprendre pourquoi les pouvoirs publics boudent ces types de partenariats, comme je le disais tout à l'heure, qui ont fait leur succès ailleurs. Ils seront 4 avec nous sur le plateau, mesdames, messieurs. On a l'honneur d'avoir une femme avec nous ce soir. C'est un visage qui est connu, experte en questions de management, enseignant dans les universités au Cameroun, ancien directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. Le professeur Viviane Ndouabi-Olé est avec nous ce soir. Prof, bonsoir. Bonsoir Ernest Obama. Je voudrais simplement ajouter que je suis promotrice du cabinet Obi Solutions. C'est un centre de formation et de recherche en management. C'est le vivier, de mon point de vue, de toutes les réflexions en management public que je mène avec mes équipes. Donc, je voudrais simplement le préciser et vous dire merci de m'avoir invité. Vous faites quoi dans le cabinet Alors, le cabinet, c'est un cabinet de formation, d'études et de recherche en management public. Je voudrais simplement rappeler que c'est un cabinet qui est à la disposition également des administrations et du gouvernement. Nous avons mené
2 grandes études pour le compte des services du Premier ministre et une actuellement pour le compte du ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire. Et pour nous, c'est un conseil, c'est un cabinet conseil également, au chevet des administrations publiques, au chevet également de toutes les entités publiques et les entreprises privées qui sollicitent nos services. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres. Le dernier en date, c'est Scandale. C'est bien ça. Oui, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est un livre sur le Covid que j'ai. Je suis pas au courant. Que j'ai co-dirigé avec une collègue, le professeur Benda Sabine. Et puis c'est un livre collectif qui a été publié en juillet 2020. En juillet 2020 et qui sera d'ailleurs dédicacé lors du colloque que l'université va organiser, le Refuge, le réseau des femmes de l'université de Yaoundé 2. Ce réseau va organiser un colloque les 3 et 4 mars prochains. Et le 3 exactement, ce livre sera dédicacé. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Obama Time. Lui également, c'est une personnalité connue. Il est enseignant des universités camerounaises, économiste, spécialiste en analyse et politique économique, maître des conférences à l'université de Yaoundé 2 où il enseigne l'économie du développement, la pensée et les faits économiques. Il est en outre administrateur, il a été administrateur dans plusieurs entreprises et établissements publics. Il assume en ce moment les fonctions de président du conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CARPA. Le professeur Dieudonné Bondoma Yokono est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Merci de m'avoir invité. Comment se porte le CARPA? Le CARPA se porte également bien et fait ce qui a lieu d'être pour améliorer l'efficacité de l'investissement public dans notre pays. Vous êtes en plein dans le sujet, au-delà du fait que vous êtes le patron de ce qui constitue l'œil et les oreilles des partenariats publics-privés au Cameroun. Vous êtes auteur du livre « Les partenariats publics-privés au Cameroun, état des lieux et esquisse des perspectives pour la modernisation des infrastructures nationales et transnationales ». Le livre qui a été publié chez Afredite est donc disponible. Je crois que normalement à la régie, on a une copie qui a été... une prise de vue qui a été faite avant le début de l'émission. Hervé devrait nous envoyer à l'antenne. De quoi parle le livre, professeur? Le livre parle des partenariats publics-privés au Cameroun. Les partenariats publics-privés qui sont une modalité de la commande publique à côté du marché public que nous connaissons tous et qui consiste pour un porteur public d'un projet d'investissement à solliciter le concours des privés dans le cadre du financement, de la conception, de la construction et de la maintenance du dit investissement public. C'est une modalité qui vient de façon alternative à ce que nous connaissons, notamment l'endettement ou encore le financement à partir des ressources internes ordinaires et qui permet donc de renforcer tous ces modes traditionnels de financement de l'investissement public pour favoriser véritablement l'émergence de notre pays. Merci d'être avec nous, on reparlera. On va d'abord, peut-être en début d'émission, définir les concepts, que les gens comprennent ce que ça veut dire PPP. Et au-delà, qu'est-ce que cela, en quoi est-ce que cela est différent, par exemple, de la commande publique, dont vous parliez même des marchés publics. Il est journaliste, il est également politologue. Il a soutenu il n'y a pas longtemps sa thèse de doctorat sur la coopération germano-camerounais, voilà, la camerounaise tant pour moi. Pierre Nka est également directeur de publication de Sens Politique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, merci bien Ernest. Je salue tout le panel. Merci de m'avoir invité. C'est une première à Obama Time. Peut-être une précision. Ramener la coopération Cameroun-Allemagne, c'est un peu réducteur. C'est toute l'Afrique. L'Afrique au sud du Sahara. Ma thèse porte sur la relation entre l'Allemagne et l'Afrique. Relation d'affaires ou sur le plan politique? Non, elles sont globales. Vous savez, aujourd'hui, tout est imbriqué. On ne peut pas dire économie à part, culture à part. Tout ça, c'est un ensemble. Et on a essayé de scruter ça sur les 30 dernières années, du moins depuis la chute du mur de Berlin en 1989. On a essayé de remonter. Au terme de cette soutenance, on a eu l'obligation du jury. Je salue ici certains membres, le professeur Boya Manassé, le professeur
Peka Sandam, qui était président du jury, ils ont dit, vous devez être le spécialiste de l'Allemagne en Afrique. C'est ce qu'on essaie de faire en dehors de l'université pour le moment, puisque nous travaillons dans ce cabinet qui produit ce que vous avez annoncé tout à l'heure, Sens Politique. C'est une note de conjoncture sur le Cameroun. Là, parce que beaucoup de gens avaient pensé qu'on était allé un peu à l'étranger pour se couper des questions locales. C'est pourquoi on a lancé Sens Politique en septembre dernier. C'est une note de conjoncture. Elle est disponible sur les politiques publiques, sur la gouvernance aussi. Et qui prime chaque semaine un acteur, c'est bien ça? Oui, c'est un choix. Vous savez, nous sommes dans un environnement où souvent c'est l'obscurité. Et nous, on cherche dans cette obscurité même la lumière d'une bougie. Et la première actrice politique qu'on a distinguée, c'était bien Anne Fécond, oui, pour son action sur Je veux ma carte. Par la suite, on est allé voir Mutation pour avoir fait quand même un état des lieux sur la coopération, permis de faire un état des lieux sur la coopération entre le Cameroun et la France. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, ça ne bouge plus. Les gens se sont tués quand l'ambassade de France a sorti tout en disant il n'y a pas d'accord secret, voilà le nombre d'accords qu'on a signés depuis l'indépendance, voilà les accords en vigueur. Et en troisième personne, il n'a pas encore récupéré son prix, donc je ne dévoilerai pas ici. La quatrième personne, c'était quand même une autre structure, celle qui a eu... hôtelière, qui a appelé la délégation marocaine pendant le Chan. Oui, on s'est dit, c'est peut-être des capitaux étrangers, mais ils ont permis de montrer au Cameroun l'attractivité des zones périphériques, en dehors des grandes villes. Et nous sommes allés là-bas, on a découvert des choses qui donnent de l'envie, peut-être le sujet d'ailleurs qui est sur la table. Je pense que c'est une belle passe pour que les gens sachent qu'on n'est pas obligé de chercher simplement à investir à Yaoundé, Douala. Il y a la périphérie, dans le cadre peut-être de la décentralisation, de développement local. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Avant d'être rejoint par le Serge Sepo qui s'occupe des questions économiques à la rédaction de BNews 1. D'abord, ce communiqué qui nous vient de la préfecture du Fundi. Le préfet du département du Fundi a l'honneur de porter à la connaissance du public et appeler l'attention de celui-ci que des individus sans foi ni loi usurpent son titre en se présentant au téléphone auprès des personnalités comme préfet du département du Fundi. Ces individus sollicitent par la même occasion des services, notamment des transferts d'argent. Il s'agit purement et simplement d'arnaque. Les numéros de téléphone utilisés par ces individus malveillants ont été communiqués au procureur de la République pour besoin d'enquête. Le préfet invite à la plus grande vigilance et à la dénonciation. Dans tous les cas, vers la fin de ce programme, on va recevoir Janice Kamga qui nous donnera le numéro de téléphone de ce monsieur qui se passe pour le préfet du Fundi. Juste le temps de prendre la réclame à la régie et nous parlons derrière des partenariats publics-privés au Cameroun. Vous souhaitez vous perfectionner en administration publique et des collectivités territoriales décentralisées? La National School of Local Administration de Boya lance un appel à candidature pour la formation des professionnels dans le domaine du développement local. Date limite de dépôt de dossier, 17 mars 2021. Début de la formation le 28 avril. 6 mois de formation dans des campus futuristes et sur la plateforme e-learning. Venez à la NASLA et devenez un expert en décentralisation. Il gagne avec un XBET. Et vous? 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 Un XBET. Bookmaker Company. Since 2012, we have made the popularization of national public policies a priority.
public institutions, decentralized local authorities, private companies, development partners, and thousands of citizen customers meet every year to discuss major issues, notably in terms of improving the living conditions of populations. From the 18th to the 24th of July 2021 in Yaoundé, the 10th edition of the Fair and Government Action will focus on the challenges of the 2020-2030 National Development Strategy in all sectors. SAGO 2021 program, exhibition, public conferences, and meetings. For more information, contact the Event Management Agency Mon Communicateur on 677-886322 or on www.sago.cm. 2020. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. ISMEF Académique, votre institut supérieur de formation professionnelle bilingue. Avec ISMEF Académique, vous avez des formations en technologie de l'information et de la communication, l'hygiène et gestion des déchets, maintenance du système informatique, des métiers agro-pastoraux, douane et transit, banque et finances, réseau et sécurité, agents paramédicaux. ISMEF Académique est constitué d'un corps d'enseignants compétents et expérimentés avec des formations cadrées sur le développement et performance professionnelle et dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la communication, ISMEF Académique et son partenaire BNews One forment ses apprenants afin de leur permettre d'acquérir l'expérience à travers les pratiques dans l'administration. Et pour garantir les emplois post-formation, ISMEF Académie règle le problème grâce au bureau de l'emploi qui assure votre insertion socio-professionnelle. ISMEF Académique est situé en Kouaban au lieu dit 11e Marais et répond au numéro de téléphone 650 29 25 29 ou alors 658 86 84 82. ISMEF Académique, un jeune, une formation, un emploi. Vous rêvez de vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun? Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas. Équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés, Polycom vous offre des prestations au meilleur rapport qualité-prix. Polycom Voyage et Tourisme est situé au quartier Vogada, face Mirador Hotel. Réservez dès maintenant votre véhicule au plus 237 222 229 790. De communion avec les autorités du Cameroun, Yaoundé a désormais le tout premier et unique supermarché de boissons au Cameroun. Drinks Center. Drinks Center. Regardez, appréciez, confirmez par vous-même que du bonheur. Jus, bière, vins et spiritueux, rien ne manque, tout y est. Drinks Center, c'est le carrefour des grandes marques de boissons camerounaises, africaines et mondiales. Le tout premier supermarché de boissons au Cameroun est situé à Yaoundé, route des Ligaisons à quelques mètres de l'immeuble Jaco. Contact Drinks Center, achetez l'esprit libre. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SAGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. On a été rejoint par Serge Sepo, il s'occupe des questions économiques à la rédaction centrale des BNews 1. Serge, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Je vais très bien, merci de me convier. Comment se porte la rédaction des BNews 1? Ce 15 février marque un mois
de Big Week, l'accueil est extrêmement positif dans les ménages, au sein de l'opinion publique. Nous sommes optimistes, mais nous savons au sein de la rédaction de Big One qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de sentiers à explorer. C'est un bilan satisfaisant, mais nous comptons aller un peu plus loin. Merci beaucoup Serge, c'est pour présentateur de Big News Week et également de la Tribune du Continent, qui aura peut-être des améliorations à partir de cette semaine, qui pourrait passer désormais le dimanche, c'est bien ça? Si la direction des programmes convient. Merci d'être avec nous. Allez, on va peut-être essayer de définir les concepts et comprendre ce que ça veut dire PPP, les partenariats public-privé au Cameroun. On va d'abord passer la parole au professeur Bodoma, qui est d'ailleurs ancien directeur général de l'économie au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il y a passé 7 ans comme DG de l'économie. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, PPP, c'est quoi d'abord? Les partenariats publics-privés. Vous avez défini le cycle. Quand on dit PPP, c'est partenariat public-privé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par partenariat public-privé? C'est simplement une association entre le secteur public et le secteur privé pour réaliser un projet qui présente un caractère d'intérêt général. Alors, cette association entre le public et le privé revêt généralement 2 principales formes. La première forme, c'est la création d'une société d'économie mixte dans laquelle l'État détient des parts et le privé détient également des parts. Et cette société d'économie mixte est dédiée à la réalisation d'un projet donné. Ça, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé de type institutionnel. Mais vous avez aussi une autre forme d'association entre le secteur public et le secteur privé au travers de la signature d'un document qui est donc un contrat. On signe un contrat entre le partenaire public et le partenaire privé, toujours pour la réalisation d'un projet qui présente un caractère d'intérêt général. Et ici, on parle de partenariat public-privé de type contractuel. Mais il faut dire qu'au Cameroun, c'est ce deuxième type qui est le plus en vue, et c'est ce deuxième type que l'institution que je dirige, à savoir le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, suit. Le CAPA suit donc les partenariats publics-privés de type contractuel. Il est question ici pour l'État. Quand je parle de l'État, il faut le prendre au sens large, c'est-à-dire l'État central, donc les ministères, mais également les collectivités territoriales décentralisées, parce que c'est aussi des partenaires publics. Il faut aussi ajouter les établissements publics. Donc, c'est l'État au sens large. Il est question ici, lorsqu'il y a un projet d'investissement public, pour lequel l'État, au sens large, ne dispose pas de ressources financières, comment associer le privé pour le financement de ce projet-là. Et c'est là la particularité du partenariat public-privé. Avec le partenariat public-privé, même si l'État ou le porteur public du projet n'a pas de ressources financières, il lui est possible de réaliser un projet d'investissement public parce qu'il fait porter le financement par un privé qui va construire, mais à qui on confie également la mission d'exploitation pendant une certaine période. Et c'est pendant la période d'exploitation que ce partenaire privé se rémunère pour rentrer dans les fonds qu'il a mis et peut donc rétrocéder l'investissement à l'État au terme d'une certaine période. Donc voilà la particularité du partenariat public-privé. Et il s'agit donc là d'un puissant outil qui est à notre disposition
dans le cadre de notre stratégie nationale de développement. Pourquoi? Parce que nous savons tous quelles sont les ambitions que nous avons affichées dans cette stratégie nationale de développement. Lorsque nous regardons les plans phares dans cette stratégie nationale de développement, ils sont chiffrés à environ 37 500 milliards de francs CFA. Alors, 37 500 milliards de francs CFA, même si c'est sur 10 ans, et en faisant l'hypothèse qu'on fait une répartition équitable sur les 10 années, ça nécessite à peu près 3 750 milliards de francs CFA par an, seulement pour ces plans, ces projets de la stratégie nationale de développement. Qui avale pratiquement le budget de l'État. Mais quand vous dites même que ça avale le budget de l'État, oui, le budget général, parce que dans le budget de l'État, il faut voir quelle est la composante qui est dédiée à l'investissement public. Et sur l'année en cours, en termes de crédit de paiement, on est autour de 1300 milliards de francs CFA. Ça veut dire que c'est très insuffisant pour pouvoir aborder ce que nous avons affiché comme ambition dans le cadre de notre stratégie nationale de développement. Il faut donc trouver un moyen alternatif de financer ces projets-là. Et le partenariat public-privé apparaît comme le moyen alternatif qui puisse véritablement nous permettre d'atteindre les ambitions que nous avons affichées dans notre stratégie nationale de développement. Quel bilan peut-on faire depuis 2006? Il me semble que c'est depuis 2006 qu'on parle de la loi sur le partenariat public-privé, la mise en place du CARPA. Combien de projets ont été suivis par le CARPA? Quand vous faites un pourcentage, est-ce que la vitesse est bonne? Alors effectivement, c'est depuis 2006 que le Cameroun a introduit une législation sur les partenariats publics-privés. Et c'est notamment la loi du 29 décembre 2006 qui fixe le régime général des contrats de partenariat au Cameroun et qui annonce en même temps un organisme expert, l'organisme expert qui est donc dédié à l'encadrement de la mise en œuvre des partenariats publics-privés au Cameroun. Mais on dit que la procédure est encadrée depuis 2006. Cependant, les opérations ont quand même pris un certain temps pour véritablement démarrer parce que la loi a été promulguée le 29 décembre 2006, mais il a donc fallu mettre en place les institutions et les responsables dédiés. Les institutions arrivent en janvier 2008. Donc, c'est en janvier 2008 que le CARPA est formellement créé. Et lorsque le CARPA est créé en janvier 2008, il faut mettre en place les responsables. Les premiers responsables sont nommés en janvier 2009. Lorsqu'ils sont nommés en janvier 2009, il faut donc maintenant qu'ils asseyent véritablement la structure et qu'ils commencent à dérouler des projets susceptibles d'être contractualisés sous le régime des PPP. Il a fallu attendre combien de temps? Et là, les tout premiers projets ont commencé véritablement en 2010, après que l'instance ait été mise en place et que les premiers responsables aient été désignés. C'est donc depuis 2010 que nous avons les premiers projets et à date, nous avons un montant cumulé d'investissement qui tourne autour de 550 milliards de francs CFA en termes d'investissement sur les projets réalisés dans le cadre du régime général des contrats de partenariat. Et ces projets se retrouvent dans divers secteurs. Vous en avez dans le domaine de la santé, vous en avez dans le domaine de l'aménagement urbain, vous en avez dans le domaine des infrastructures routières. Vous n'avez pas un chiffre exact des projets qui ont été réalisés dans le cadre des partenariats publics-privés? Alors, à date,
Parce qu'il faut dire qu'il y en a qui entrent et qui sortent. Qui rentrent, qui sortent. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'un projet a été contractualisé, c'est pour une certaine durée. Et lorsque la durée arrive à son terme, l'investissement est rétrocédé à l'administration porteuse du projet. Et donc, le contrat est arrivé à son terme et il sort donc du champ. Le contrat ne prend pas en compte toute la durée du projet? Le contrat, c'est pour, disons, 15 ans. OK? Si on a un contrat de 15 ans, il s'exécute pendant 15 ans et lorsque les 15 années arrivent à leur terme, l'infrastructure est rétrocédée à l'État. Ah d'accord, je comprends. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que je veux demander, c'est parce que régulièrement, on a également noté qu'il y a des privés qui s'engagent à financer des projets et à un moment donné, ils se retirent. Je me trompe, on a eu le cas de Exim Bank. Ça, c'est autre chose. Là, vous êtes dans un autre schéma de financement par l'endettement. Parce que lorsque vous parlez de Exim Bank, il s'agit d'un endettement que le gouvernement contracte auprès d'une institution financière. Mais lorsqu'on parle de partenariat public-privé, ce n'est pas forcément auprès d'une institution financière que l'État cible le financement. Le financement est ciblé en direction d'un partenaire privé qui, lui, va signer un sous-contrat de financement avec des institutions financières, et mais celui que l'État reconnaît en face de lui peut ne pas forcément être une institution financière. Et donc, en termes de contrats actifs à date, nous en avons une quinzaine que on retrouve donc, comme je le disais tantôt, dans divers secteurs de la vie socio-économique pour un montant cumulé d'environ 550 milliards de francs CFA. Évidemment, après 11 ans, on peut dire que ce n'est pas véritablement ça. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant parce que on aurait souhaité avoir un montant plus élevé en termes d'investissement, mais on aurait surtout souhaité avoir des projets de grande envergure parce que le mode contractuel est mis en place pour véritablement favoriser la réalisation des projets dits de grande envergure. Seulement, il faut dire que l'appropriation de la loi n'a pas été aussi rapide qu'on l'avait souhaité, au point où c'est véritablement au cours de des périodes récentes que l'on voit rentrer dans le portefeuille des projets de grande envergure, à l'exemple de l'autoroute Kriville-Olabé, qui est rentré en décembre dernier dans le portefeuille des contrats sous le régime des partenariats publics-privés. Professeur, on va revenir à vous, Monsieur le Président, professeur Ondalioli. On a l'impression, quand on écoute les chiffres du professeur, que finalement les partenariats publics-privés, c'est comme un gadget ou une mode. On en parle, mais au fond, il n'y a pas une réelle implémentation, que les pouvoirs publics semblent avoir une préférence sur les financements directs par le budget de l'État ou l'endettement. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi on ne traîne le pas, selon vous? Déjà, il faut dire que je suis très mal placée pour dire pourquoi, parce que je ne maîtrise pas tous les dossiers. Mais nous constatons que nous avons plusieurs modalités de financement de nos infrastructures et les PPP font partie de ces modalités-là. Nous pouvons également constater ensemble, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, que c'est un mode de financement récent, on peut le dire, parce que lorsqu'on dit les premiers contrats ont été engagés en 2010, ça fait donc 11 ans. Mais je pense également qu'à la faveur de la SND 30, il y a un engouement, sinon une opportunité qui se présente, je voulais même dire une urgence, parce qu'on va constater que les contrats PPP sont très souvent sollicités par des pays qui ont des difficultés financières, des difficultés à financer les infrastructures. Vous allez vous rendre compte que les pays du Golfe utilisent très très peu cet outil, ils ont de l'argent l'État suffisamment d'argent pour financer ces infrastructures. Donc on pourrait très bien comprendre qu'au regard du besoin en infrastructure et de la rareté des ressources financières, que l'État camerounais en fasse un outil privilégié. Mais ce qu'il faut également dire à la suite du professeur Mbondoma, qui est mieux placé que moi d'ailleurs pour faire un diagnostic, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un mode de financement extrêmement contraignant.
déjà... contraignant pour qui? Pour les partenaires qui se mettent ensemble, parce que c'est quand même une affaire. C'est une affaire qui va nécessiter que les parties contractantes observent et respectent un ensemble d'engagements. Lorsque vous voyez un privé s'investir dans un contrat comme un contrat routier, peut-être sur 10 ans, il faudrait peut-être rappeler qu'il s'agit là d'une durée au cours de laquelle l'environnement ne sera pas... On va pas... demander à Serge d'enlever son téléphone sur la table. Je pense que c'est lui qui vibre et ça peut perturber les téléspectateurs à la maison. Allez-y, madame. Donc, il s'agit d'une durée au cours de laquelle l'environnement ne sera pas forcément stable. Donc, il va nécessiter à des moments des renégociations. Parce que lorsqu'on parle des contrats PPP, pour revenir à la science, très rapidement, j'ouvre la parenthèse de l'affaire, on va davantage convoquer la théorie des contrats incomplets et on va également évoquer la théorie des coûts de transaction. Parce que c'est un projet qui se met en place pour une longue durée. Au cours de cette durée, l'environnement ne sera pas forcément stable et le projet doit être réalisé à terme. Ça, c'est une exigence qui demande que les acteurs soient suffisamment préparés et que la négociation se fasse même à un certain niveau de la hiérarchie. C'est vrai, il y a un cadre juridique, mais les investisseurs privés vont demander beaucoup plus de garanties encore. Ça, c'est une première contrainte. La deuxième contrainte qu'on peut également évoquer, qui peut rentrer dans le diagnostic, c'est que ce sont des contrats qui s'épanouissent dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de corruption. Parce que il faut dire que ce sont les privés qui vont engager leurs ressources. Il a parlé des contrats institutionnels. S'il faut créer une entreprise d'économie mixte, ce sera avec l'observance d'un minimum de règles qui ne s'accommodent pas toujours du fonctionnement dans le public. Donc, dans tous les cas, c'est un environnement qui ne doit pas être un environnement de corruption, dépouillé de toute corruption, qui doit également fonctionner selon les règles de transparence, j'ai envie de dire de bonne gouvernance, ce qui fait que ça engage quand même la responsabilité des acteurs impliqués à un certain niveau. Je ne dis pas que c'est impossible, que ce soit impossible, mais on pourrait se poser la question de savoir si les préalables justement permettent justement à cet outil de s'épanouir. Les conditions. Les conditions. Et je voudrais à ce sujet, peut-être sans vouloir monopoliser la parole, revenir quand même sur le fait que c'est un outil qui doit s'inscrire dans un choix global de financement. Donc nous avons des prêts directs, vous l'avez dit, nous avons des emprunts obligataires, vous l'avez dit. Et n'oublions pas, lorsqu'on parle des PPP, il ne s'agit pas seulement des partenaires privés camerounais. Et l'un des risques, c'est de pouvoir extravertir notre économie, parce que si on ouvre les PPP au plus offrant, il peut arriver qu'on ait également la demande, et là, il faut également jouer sur la souveraineté de l'État. C'est également un outil qui est considéré comme étant un élément d'éviction des PME. Et dans la priorité qui est de l'État, qui est de promouvoir également ce secteur. Je crois que dans tous les cas, si je prends tous ces exemples, c'est pour dire que le choix d'un PPP ou des PPP relève d'une stratégie globale, une stratégie de financement des investissements. C'est un outil utilisé dans les pays où l'État n'a pas suffisamment de ressources. C'est notre cas. C'est un outil exigeant à tout point de vue. Tout point de vue, j'insiste là-dessus, qui va nécessiter que l'État change quand même de mode de fonctionnement. Je ne sais pas si ce diagnostic correspond à ce qui est exactement, mais on constate que c'est un outil qui est très peu sollicité et qui pourrait pourtant être un levier important dans le financement des grandes infrastructures. Je voudrais également ajouter que c'est un outil qui se déploie dans un environnement de paix. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'un investisseur va venir mettre pour une longue durée comme celle-là son argent dans une affaire, il faudrait qu'il ait la garantie qu'il va rentrer dans ses fonds. Et sinon, l'État va s'endetter. Bon, c'est un endettement, c'est une forme d'endettement qui ne rentre pas toujours, et je parle sur le comptoir du professeur Bondoma, dans le calcul de la dette, parce qu'il y a tout un débat autour de la question pour dire qu'est-ce que ce n'est pas une façon également de dissimuler la dette, parce qu'une fois que c'est pris en charge par un particulier, il revient à ce particulier de gérer l'infrastructure, de se faire rembourser, de remettre l'ouvrage à l'État. Donc la prise en compte de cet endettement est souvent considérée pour certains comme étant une bombe à retardement, justement au cas où le projet n'arrive pas convenablement à se mettre en place. D'accord. Avant de passer la parole d'abord au professeur, au docteur Nka, je vais revenir à vous. Qui décide du choix des PPP ou alors de l'endettement? Qui décide? C'est le ministre? C'est une politique qui est définie par le chef du gouvernement ou par le chef de l'État? Avant de répondre à votre question, il y a cette préoccupation soulevée par le professeur Ondoa relative aux petites et moyennes entreprises. Et je voudrais la rassurer en disant que les partenariats publics-privés sauvegardent les intérêts des petites et moyennes entreprises, tout au moins dans notre espace au Cameroun.
parce que en 2012, le Premier ministre a signé une instruction qui oblige tout adjudicataire à accorder 30% aux petites et moyennes entreprises camerounaises dans la phase de construction. Et c'est une disposition sur laquelle nous veillons lorsque le contrat est négocié. Donc, de ce point de vue, les intérêts des petites et moyennes entreprises camerounaises sont sauvegardés. Maintenant, il y a aussi l'exigence à laquelle elle faisait allusion. Oui, c'est un outil qui est exigeant. Elle a parlé même déjà de la profondeur des négociations. Parce qu'il s'agit bien de négocier dans l'intérêt de chaque partie. Mais il n'y a pas que ce problème de négociation qui rend la chose exigeante. Il y a même des préalables de forme, parce que ne rentre dans la procédure des PPP qu'un projet disposant d'au moins une étude de faisabilité. Sinon, la machine ne démarre même pas. Et c'est ça qui constitue une exigence de forme. C'est peut-être ça qui bloque certaines administrations qui sont habituées à des projets qui ne sont pas matures. Parce que justement, aucun partenaire privé ne peut s'engager s'il ne voit pas quelle est la rentabilité d'une affaire. Donc le minimum à produire par le porteur du projet, et ça c'est une obligation qui s'applique à tout porteur public de projet. Tout porteur public de projet a l'obligation de produire à minima une étude de faisabilité qui est le document de base pour démarrer la procédure. Donc ça aussi c'est très contraignant. Maintenant, pour revenir à votre question, qui décide de l'endettement ou de toute autre chose, je crois que c'est un choix qui revient à l'État à un moment donné. Lorsque l'État a un programme d'investissement, il évalue ses ressources. Pour réaliser un projet d'investissement, vous avez plusieurs modalités. Vous avez le budget de l'État, et dans le budget de l'État, il faut enlever la partie fonctionnement et regarder la partie investissement. C'est ça qui vous permet de réaliser des projets d'investissement. Donc, vous regardez quel est le volume de votre budget d'investissement public. Est-ce que ce budget, est-ce que ce volume vous permet de réaliser l'ensemble de vos projets? Si c'est non, alors vous voyez s'il y a des moyens alternatifs. Et même dans le budget d'investissement public, vous avez encore plusieurs sous-composantes. Il y a une sous-composante qu'on appelle les ressources internes ordinaires. Donc, les ressources, en fait, qui proviennent de la fiscalité et des droits de douane. Mais il y a également, dans le budget, les ressources qui proviennent de l'emprunt. Donc, l'État a à faire un arbitrage entre le financement des investissements publics sur ressources internes ordinaires ou le financement de l'investissement public par l'endettement. C'est lui qui fait l'arbitrage. Mais est-ce que l'arbitrage aujourd'hui est même encore nécessaire? Le Cameroun est surendetté? Non, le Cameroun n'est pas surendetté. Est-ce que les PPP ne sont plus la seule voie peut-être salutaire pour le Cameroun aujourd'hui? Non, le Cameroun n'est pas surendetté. Disons qu'il y a une progression de l'endettement qui nous amène à être de plus en plus vigilants. Mais on ne peut pas dire qu'on est surendetté parce que le surendettement se mesure par un certain nombre d'indicateurs. Le plus courant, c'est le taux d'endettement. Pour la CEMAC, c'est 70% du taux d'endettement qui constitue le plafond. Nous en sommes aujourd'hui autour de 40, 35-40. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes surendettés. Par contre, nous avons la possibilité de limiter justement cet endettement en ouvrant la porte aux partenariats public-privé qui, lorsqu'ils sont bien montés et négociés, permettent que le partenaire privé puisse se rémunérer à partir de l'usager qui est payeur du service rendu et non pas à partir des subventions qui proviendraient du budget de l'État.
Et c'est en ça que le partenariat public-privé peut constituer une force pour notre investissement. Pianka, docteur Pianka, quel est votre avis? Pourquoi les pouvoirs publics, ou tout au moins, prennent le pas? Pourquoi les PPE ne sont pas la voie aujourd'hui qui est la plus utilisée par le régime? La réponse a été faite par le gouvernement lui-même. Et je renvoie peut-être tout le monde à la page 213 de la revue de politique de développement 2010-2018, qui existe, qui a été fait par le gouvernement. Tout est détaillé à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on dit? Il y a d'abord la limite au niveau du financement de la contractualisation. Ce n'est pas n'importe quel contrat qui est pris en compte. Ce sont des contrats jugés développeurs, nécessitant une sorte d'ingénierie en termes de financement et en termes d'implémentation. Mais là, ce n'est qu'une partie. Pourquoi aussi on refuse? Parce que véritablement notre État, c'est dans ce document, c'est le clientélisme. La corruption? Oui, c'est le clientélisme. C'est écrit à la page 213 de ce document, que je cite, qui a été fait par le gouvernement. Au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît les mentalités camerounaises. Elles sont assez entrées sur des arrangements interpersonnels avant de venir présenter devant la face du monde. C'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que chaque fois qu'on le fait, c'est plusieurs pas, plusieurs marches arrière que le Cameroun fait. Je prends un cas. Moi, j'aime bien souvent évoquer ce cas qui est formidable. Vous savez, quand on lançait, par exemple, le projet de construction du port de Kribi, il y a eu ce que l'État pouvait faire, mais si vous questionnez bien le terme ou bien le concept complexe industriel ou portuaire de Kribi, c'est fait par le privé. Et je le dis d'autant plus que j'étais un acteur. En 2012, on était dans les services du Premier ministre, poser le problème. Il y avait des investisseurs de haute facture portés par un cabinet qui étaient venus et disaient à l'État, pendant que vous construisez le port, vous avez décidé de construire ceci. Nous, on va construire les aéroports, on va construire la route, on va construire le chemin de fer, on va transformer Kribi à votre rythme et peut-être même on va vous dépasser sur certains endroits de telle sorte que le port achevé, on puisse faire de Kribi une ville. Vous savez ce que l'État a dit? Je ne suis pas venu ici pour régler les comptes, mais celui qui a répondu à ces investisseurs se reconnaît. Il a dit laissez ça, ça n'appartient pas au privé. Et pourtant, on est en 2012 et le professeur qui dirige l'OCAPA a bien présenté, c'est 2006, implémentation 2010. Donc pratiquement 6 ans après, 6 ans après la loi. Vous voyez un membre du gouvernement, un décideur, un monsieur qui porte des documents auprès du Premier ministre et si possible d'ailleurs auprès du président de la République qui dit à ces gens, je vous assure, ces investisseurs camerounais, parmi eux certains ont fait des AVC parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient dépensé de l'énergie pour mettre en place l'ingénierie. Et je pense que c'est ça qui fait que lorsqu'on voit les statistiques, permettez-moi, je suis comme ça parce que je vais comparer les maigres statistiques du Cameroun en 11 ans, 550 milliards de francs CFA. Je renvoie un peu, nous tous, allons voir ce que la Côte d'Ivoire fait sur 2016. Sur 2016, c'est 12 projets bien élaborés qui vont prendre carrément 2700 milliards sur des domaines précis, pas sur des choses où on dit on va construire des services. Ça, vraiment, les PME locales peuvent faire ça. Les entreprises, les propres entreprises, par exemple, peuvent également refaire leur système de maintenance. Mais il faut mettre de l'argent sur des choses crédibles. Et les choses crédibles, c'est la construction des barrages, qu'on n'aille pas forcément voir Exim Bank China prendre de l'argent et faire du clientélisme après, parce que le clientélisme intervient au niveau du paiement. Souvent, vous savez, tous les projets du paiement des droits aux communautés à titre d'indemnisation. C'est ça les indices du clientélisme qui plombent malheureusement notre État, en plus d'autres éléments que le professeur Biweda a évoqué en termes de paix, en termes d'environnement des affaires et tout. Et peut-être pour sortir, je m'interroge aussi
de la nécessité même du CAPA. Lorsque j'entends le président du CAPA parler d'études de faisabilité, ça sonne dans ma tête comme maturation. Et le MINEPAD, qui est le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a aussi son visa de maturité qu'il pose sur certains projets. Finalement, on joue à quoi? On crée un excellent directeur général de l'économie. Peut-être, vous avez dit que c'est un gadget, peut-être que lorsque on ne pouvait plus affecter, je me permets, c'est pas moi, j'ai pas le pouvoir discrétionnaire, mais j'analyse carrément la mobilité des ressources humaines. Lorsqu'on ne pouvait plus affecter le professeur ailleurs, on a dit, bon, il y a quand même le CAPA là-bas, sachant que l'administration plus active, le ministère de l'économie et des services du Premier ministre... Vous laissez croire que le CAPA, il y a des doublons entre le CAPA et la Direction générale de l'économie? Absolument, il y a des doublons parce que le CAPA est là, c'est le Conseil de l'État en la matière. Il y a également l'API, l'Agence de promotion des investissements, qui est directement rattachée à la présidente de la République. Et vous voyez, et lui finalement, ce secteur-là, ils font finalement quoi? Ils font finalement quoi? Et tout ça, c'est en termes de transparence, parce que lorsque vous voyez le professeur, c'est le président, c'est la figure du président qu'on voit généralement chez nous. Or, dans des pays comme le Sénégal, nous sommes sur une chaîne qui se dit le tam-tam du continent. Il faut convoquer ce qui se fait peut-être ailleurs. C'est un exemple en tout cas. Oui, dans ces pays-là, il y a des structures qui permettent de lutter contre le clientélisme. C'est la mise en place d'une commission qui va sélectionner tous les projets et comment on va les implémenter dans toute la transparence. C'est une commission tripartite. C'est 3 magistrats de haut vol, c'est 3 parlementaires, pas du parti au pouvoir, mais on se bat à avoir une coalition de partis de telle sorte que le parti au pouvoir de l'opposition soit représenté. Il y a des juges, la société civile, le patronat qui est représenté. Mais chez nous, vous voyez bien la difficulté souvent d'une instance comme le GICAM. Avez-vous déjà vu une véritable audience entre le président du GICAM et le président de la République? Vous pensez que le PPP, c'est seulement une affaire d'étranger? Comme on voit, si vous allez sur le site du CAPA, vous allez voir une délégation coréenne qui vient investir peut-être pour la construction des bâtiments, pour la maintenance. Vous croyez qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent pas faire ça? On va permettre à Serge, vous allez souffrir d'attendre un peu puisqu'on a le responsable du CAPA qui est là. Le docteur Nkai pose des problèmes de procédure et des prérogatives des uns et des autres entre la Direction générale de l'économie, l'API et puis le CAPA. Quelles sont les missions du CAPA? Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement entre le CAPA et la Direction générale de l'économie? Alors, je vais y arriver, mais je voudrais déjà rassurer le docteur Nka sur le fait que les 10 années passées n'ont pas été non plus de tout repos. Et quelquefois, il faut pouvoir juger également un train au moment où il arrive. Et c'est pour dire que avec l'entrée dans le portefeuille des projets d'envergure, tout à l'heure je citais l'autoroute Kribi-Lolabé, dont le contrat a été signé, ça c'est quelque chose qui est effectif. Je citerai également 2 autres projets autoroutiers qui sont actuellement en cours de procédure. C'est l'autoroute Edea-Kribi, parce que en fait Kribi-Lolabé, c'est une phase de Edea-Lolabé. Donc on a commencé par Kribi-Lolabé, ensuite on fait Edea-Kribi pour faire en réalité ce qu'on appelle l'autoroute Edea jusqu'à Lolabé. Donc là aussi, cette deuxième phase est rentrée dans la procédure, de même que la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Donc voilà des choses qui permettent d'espérer, d'espérer et de constater que on a peut-être pris un peu de temps à l'allumage, mais les choses sont en train de prendre corps. Maintenant, il y a ce problème de conflit de compétences auquel il fait allusion. En réalité, il n'y a pas de conflit de compétences.
vous avez une agence de promotion des investissements qui est là justement pour, comme la vitrine du Cameroun vis-à-vis des investisseurs étrangers et qui présente aux investisseurs les incitations dont ils peuvent bénéficier s'ils décident d'investir au Cameroun. Mais là, je dois préciser qu'il s'agit de projets privés mis en œuvre par des partenaires privés. C'est une chambre, ça. Lorsqu'on parle du CAPA, j'ai précisé dans mon propos introductif qu'il s'agissait de projets d'investissement public. C'est ça la différence. Financé par le privé. C'est-à-dire que financé ou co, parce que ça peut être un financement total ou partiel. Il s'agit ici, dans le cas d'un projet en partenariat public-privé, d'un investissement public pour lequel l'État n'a pas de ressources et fait recours à des investisseurs privés. Maintenant, il y a le problème de maturation de projet auquel il a fait allusion et effectivement, cela a souvent été, nous le reconnaissons, le ventre mou de l'investissement public dans notre pays. Vous savez, chaque année qui passe, il y a un constat qui est fait, celui de la difficulté du budget d'investissement public à s'exécuter. Mais en même temps, à chaque fois que le problème est identifié, des correctifs sont apportés. À un moment donné, cela a été la procédure de passation qui posait problème. Et vous avez vu le ministre des Marchés publics prendre la chose en main, lancer le processus dès le mois de novembre avec les conférences de programmation des marchés publics qui permettent aujourd'hui qu'en avril, on a bouclé les procédures de passation pour que les projets d'investissement public puissent s'exécuter sur le reste de l'année. Mais on a également mis le doigt sur ce problème des préalables parce que l'investissement public, ce n'est pas comme un salaire que vous payez, ce n'est pas comme du papier que vous allez acheter, vous sortez, vous allez dans un magasin, vous achetez du papier. Ça ne se passe pas comme ça. L'investissement public nécessite, au-delà des études, parfois une construction, nécessite une infrastructure physique. Pour bâtir une infrastructure physique, il faut un terrain. Il faut que des études aient été réalisées sur ce terrain. Et il faut que des gens, s'ils étaient là avant, aient pu être indemnisés, ainsi de suite. Et c'est ça qui, à un moment donné, a été identifié comme étant le goulot d'étranglement de l'investissement public. Au point où le Premier ministre a dû signer, en juin 2018, un décret qui fixe les règles de maturation de projet. Et aujourd'hui, tout le monde s'arrive à ces règles de maturation de projet. Avant, il n'y avait pas une règle. C'était... mais justement, on évoluait comme ça sans... C'est pourquoi je vous dis, aucune procédure, aucun processus ne peut prétendre être parfait. Les difficultés, on les rencontre et c'est au fur et à mesure qu'on y apporte des correctifs. Dans le cadre de l'investissement public, je vous ai dit, à un moment donné, on a identifié un problème dans la procédure de passation des marchés. Il a été résolu. Maintenant, il y a des préalables qui nécessitent qu'un investissement puisse être réalisé. Ils ont été identifiés. Un texte fixant les règles de maturation des projets a été signé. Et aujourd'hui, toutes les instances qui sont identifiées dans ce texte régissant le processus de maturation de projet ont été mis en place et sont à pied d'œuvre justement pour qu'on puisse améliorer l'exécution de l'investissement public. Serge, quel est votre regard? On voit bien qu'il y a de nombreuses difficultés. On a parlé des lenteurs. Dr Nka est revenu sur la maturation des projets et même au-delà des chevauchements qu'on rencontre. C'est vrai qu'il y en a un éclairage assez... le clientélisme. Et il y a aussi la corruption. Pourquoi il n'y a pas une volonté manifeste des pouvoirs publics à choisir les partenariats publics-privés qui marchent ailleurs? Il a parlé le professeur Ndolou a parlé des pays du Golfe.
Il y a le Sénégal aujourd'hui qui est présenté en Afrique comme un modèle en matière de partenariat public-privé. Est-ce qu'aujourd'hui on doit simplement mettre en avant des intérêts personnels de quelques fonctionnaires qui préfèrent prendre dans le budget de l'État que d'aller vers les privés pour aider le Cameroun à sortir de ce développement? Écoutez Ernest, pour moi, pour mieux cerner la problématique des partenariats publics-privés, je pense qu'il faut d'abord disséquer les acteurs publics et privés. Peut-être ça a été fait avant que j'arrive, mais lorsqu'on va établir les responsabilités par qualité d'acteurs, je pense qu'on va mieux cerner le problème. Parlons des acteurs publics, par exemple. Jusqu'ici, on parle de l'État central, mais n'oublions pas qu'il y a une autre composante, les collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation aujourd'hui, je parle sous le contrôle du professeur, les collectivités territoriales aujourd'hui devraient également être un acteur majeur dans ce processus d'établissement des contrats partenariats publics-privés. Est-ce que nos collectivités aujourd'hui, parce que le développement aujourd'hui sera impulsé à la base, est-ce que nos collectivités territoriales, qu'il s'agisse des communes ou des zones, bon, les régions, elles sont toutes récentes, est-ce qu'elles ont la maturité nécessaire en termes d'abord de gestion de leur budget, de leurs finances publiques? Ou l'expertise. L'expertise. Il faut peut-être déjà penser à ce que le CARPA accélère son accompagnement au niveau des collectivités territoriales. Il y a déjà des ateliers qui se font, on le sait, mais il faut accélérer l'accompagnement. Vous savez, les collectivités territoriales, c'est le témoignage de nombreux maires. Lorsqu'ils vont signer des contrats de coopération décentralisée, c'est un très très long processus qui parfois n'aboutit pas. Il faut, le CACHA à l'époque c'était le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, désormais le ministère de la décentralisation, déjà pour sortir du pays, si c'est avec les fonds de la commune, il faut une autorisation. Quand bien même vous avez eu des accords avec des partenaires privés, qu'il s'agisse des communes ou des organisations internationales en France, aux États-Unis, il faut encore un cachet de l'administration et il y a beaucoup de lourdeur. Et ce processus-là sera aussi biaisé en matière de partenariat public-privé. Allons donc de l'autre côté, côté privé. Moi, je voudrais qu'on distingue trois acteurs privés. Les entreprises privées d'abord du Cameroun, c'est-à-dire que notre secteur privé. Vous avez à l'international deux autres types d'acteurs. Vous avez notre diaspora. Je dois vous rappeler que la diaspora, à l'échelle globale, a rapatrié à peu près 538 milliards de francs pour l'année 2020, malgré la pandémie Covid-19. En Afrique, on a rapatrié à peu près le tiers, parce que la diaspora africaine est extrêmement active. Vous savez que vous avez des pays africains où la contribution, les remittances, les envois de la diaspora arrivent à peu près, sont estimés à peu près à 30% du PIB. Au Cameroun, nous sommes sensiblement à 160 à 180 milliards de francs CFA. Certains Camerounais de la diaspora estiment qu'on pouvait créer un guichet et convertir ces fonds-là pour des projets, par exemple, de partenariat public-privé. Mais entre la diaspora et l'État du Cameroun, vous savez que ce n'est pas l'amour parfait. Parce que désormais, il y a un regard qui est extrêmement politicien de toute la diaspora. Vous avez une diaspora qui est scientifique. Vous avez une diaspora qui est faite d'ingénieurs, qui n'a rien à voir avec les engagements politiciens de certains qui cassent les ambassades. Mais tout le monde désormais est mis dans le même lot. Vous avez même l'image que reflète le Cameroun à l'international, la corruption, la malgouvernance, qui décourage cette diaspora à venir investir, à venir proposer des projets de partenariat public-privé avec les institutions publiques, qu'il s'agisse des communes ou de l'État central. Or, il y a une manne importante qui réside là-bas dans cette diaspora. Regardez un acteur comme de la diaspora comme Econ, qui est en train de construire toute une grande ville où on va utiliser du Bitcoin au Sénégal, qui vient de signer il y a quelques semaines un contrat minier en RDC. Mais combien de Camerounais de la diaspora viennent le faire ici? Vous avez donc la troisième composante, le secteur privé international, qui a aussi un problème, un souci de crédibilité avec le Cameroun. Je dois vous rappeler que lorsque le professeur Bondoma parle de 500 milliards en une décennie, il y a un rapport de la Banque mondiale qui estime que ces projets ont été surfacturés jusqu'à 6 fois. Qui ont été suivis par le CARPA? Oui. Les projets de barrage, les projets d'autoroute qui ont été surfacturés. Mais aucun projet d'autoroute n'a été signé avant décembre. Écoutez,
C'est parce qu'il dit que ces projets ont été encadrés par le CAPA. Pas du rapport de la banque de ces projets qui ont été surfacturés. Donc il y a un problème. Et ce qui rend la rentabilité quasi impossible. Ouais, allez-y. Ouais. Il y a maintenant l'environnement global du Cameroun. Que ça plaise ou non, nous sommes au Cameroun en fin de règne politique. Vraiment, il y a quelques jours, on a célébré l'anniversaire du chef d'État. Je ne souhaite la mort à personne, en toute décence humaine, mais nous sommes à la fin d'un régime politique. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Le Cameroun aujourd'hui vit dans une insécurité globale. Dans de nombreuses chancelleries, le Cameroun n'est pas un pays recommandé, même pour les touristes. Le Cameroun est noté rouge. Même en France, est noté rouge pour les investisseurs, pour les touristes. Donc il y a cet environnement-là. Alors il faut maintenant, lorsqu'on revient maintenant en interne, il parlait tout à l'heure de clientélisme, je vais vous donner un seul exemple qui peut très bien illustrer ce clientélisme. Et parfois l'absence de rationalité dans les projets de partenariat public-privé. Je vous donne un exemple très évocateur, c'est la couverture santé universelle. Le professeur sait de quoi je parle. Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous avez deux acteurs, vous avez la CNPS, qui à ce jour a une réserve de plus de 300 milliards et des investissements... Beaucoup plus, 700. S'il vous plaît. Une réserve de 300 milliards et des investissements de plus de 500 milliards. Donc quand vous cumulez, vous êtes dans la 700 ou 800. Et qu'on accorde le projet, parce que c'est sous la formule partenariat public-privé, oui, à une société qui n'a aucun actif, qui n'a aucun bureau au Cameroun, qui n'a jamais rien fait en couverture santé universelle, à qui on concède. On parle d'un projet qui doit voir le jour au premier trimestre 2021. Nous sommes en février. Ernest Obama, dites-moi, nous avons ceci en commun, nous sommes journalistes comme le docteur Pienka. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a couverture santé universelle qui va commencer? Voilà dans la réalité du Cameroun. L'immaturité des projets, le clientélisme. Rien ne justifie. La CNPS est l'organisme de prévoyance sociale le mieux coté en Afrique, de par ses performances, même en termes de digitalisation des services. Vraiment, c'est l'un des établissements publics les plus performants. Mais on donne à une société lambda, parce que lorsqu'on mène des enquêtes, on ne va pas citer des noms ici, c'est que vous avez, c'est un membre du gouvernement, c'est un ponte du régime, qui soit actionnaire dans une multinationale ou la promotrice de cette société, qui n'a aucun bureau au Cameroun. Et ce sont eux qui prennent des parts. Et c'est pour 17 ans. C'est pour 17 ans. Voilà dans la réalité du Cameroun. Pendant ce temps, vous avez des Camerounais qui souffrent. Pourquoi vous voulez que d'autres acteurs, y compris ceux du secteur privé camerounais, s'intéressent au partenariat public-privé? Mais il faut aussi dire une chose, Ernest Obama, notre secteur privé, je pense qu'il y a un problème global. 60 ans après les indépendances, si on n'a pas eu une certaine projection en termes d'expertise, en termes de formation, pour avoir des géants industriels capables de construire des ponts, et qu'il faut toujours aller chercher des Malaisiens, des Chinois, des Taïwanais, des Turcs, ça pose un problème. Ça pose sérieusement un problème. Vous savez que de nombreux pays asiatiques, tels que la Corée du Sud, étaient dans les années 80 bien en arrière par rapport au Cameroun. Comment ces pays-là ont fait un bond qualitatif en 2-3 décennies, et que le Cameroun aujourd'hui, prenons même simplement le cas des écoles primaires. Aujourd'hui, le Japon offre des écoles primaires au Cameroun. Voilà la réalité du Cameroun. D'accord. Voilà. Okay. Donc, Serge présentait quelques clichés des difficultés que rencontrent même les conditions de certains acteurs à intervenir dans les partenariats publics et privés, en dehors des freins des pouvoirs publics eux-mêmes à opter pour cette modalité-là. Professeur Ondouabiolé, il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre qui doit demander à tout le monde, à tous les ministères de choisir la voie des PPP? Je ne sais pas qui doit le faire. Je suis mal placé pour... Parce qu'on a l'impression qu'on en parle, mais chacun est libre de choisir son option. Non, le gouvernement fait des choix. Moi, je pense que tout se fait au niveau des services du Premier ministre, le chef du gouvernement qui coordonne l'action gouvernementale et la mise en œuvre de la SND 30. Et par le passé, le DSCE est responsable de la mise en œuvre de ces projets. Moi, je voudrais dire deux choses. Moi, je pense que tout ce qu'on a dit ici renvoie à une seule réalité, c'est que le développement est d'abord humain. On a beau parler des ratios économiques, vous voyez que
toutes les préoccupations de comportement des acteurs, ces préoccupations peuvent plomber les grandes perspectives et les grandes intuitions et ambitions que l'on se donne. Donc le développement est d'abord humain. Et de ce point de vue, sans vouloir excuser qui que ce soit, je voudrais qu'on soit quand même aussi un peu, pas indulgent, mais qu'on comprenne pourquoi est-ce que nous sommes là quand on voit l'histoire du Cameroun. Et vous comprendrez pourquoi moi je mets l'accent sur la qualité des ressources humaines. Et quand on parle de qualité, c'est ça tout point de vue. Qualité au niveau des compétences techniques, qualité au niveau de l'éthique. Parce qu'on a beau dire, tout ce qu'on se dit là ne peut pas s'épanouir dans un environnement de corruption. De ce point de vue-là, je ne sais pas, on va se retrouver ici 10 ans après, si les comportements n'ont pas changé, les PP ne vont pas prospérer. Donc moi je pense qu'il faut mettre l'accent sur des choses, enfin j'ai voulu dire des problèmes ou des préoccupations structurantes comme celle-là. L'humain, dès qu'on le change, dès qu'on change son mode de recrutement, son mode de valorisation, peut-être tout ça également. Parce que tous les encadrements juridiques, comme le disait le professeur Bondoma, tous les encadrements juridiques sont là. Il n'y a pas de conflit de compétences. Il y a une répartition claire des compétences. Maintenant, il y a des choix qui sont aussi faits. Moi, vous m'avez posé une question difficile. Je ne sais pas comment sont faites les priorités, mais on constate tous que les PP peuvent être un levier important pour le financement et pour être souscrits. Est-ce que le contexte s'y prête? Est-ce que le contexte s'y prête? Je voudrais peut-être prendre un exemple pour être très concrète. Quand nous parlons des contrats PPP, vous allez comprendre que ce sont des lots de négociations. Le gouvernement ne peut pas le faire seul. Il faut des cabinets d'avocats. Il faut des partenaires, je voulais dire, techniques d'une certaine facture. Donc, même si M. Bondoma a une très bonne équipe, on va se rendre compte que pour des négociations d'un certain niveau, il faut aller avec les cabinets, il faut mettre en place une architecture et une ingénierie différente de ce qu'on connaît dans nos comportements partisans. Moi, je pense que c'est ce changement-là, ou alors c'est ce déclic qui tarde peut-être à prendre corps. Parce que le dispositif juridique est là. L'ambition, mais moi j'ai l'impression que l'ambition est là, puisqu'elle est marquée. Quand vous lisez la SND 30, vous voyez le diagnostic froid qui est posé. Je prends notre diagnostic important qui peut peut-être justifier qu'on n'y aille pas. Toute la préoccupation de l'organisation spatiale de ces projets. On a reconnu que dans le DSE, ça a été une faiblesse. Ça a été corrigé dans la SND 30. On a l'impression que tout est donc clarifié. Mais tant que, de mon point de vue, ce fonctionnement, cette ingénierie, ce choix de personnes, parce qu'on a beau dire, vous parlez des acteurs, il s'agit de vous, de moi. Nous tous nous savons comment est-ce qu'on nous choisit. Quand on parle de l'éthique, vous parlez de clientélisme, il s'agit de vous et moi, il s'agit des Camerounais. Nous savons comment ça se passe. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux, c'est vrai, on a le cadre juridique, on a le président de la République, on a le Premier ministre, on a la SND, mais comment est-ce que la machine se met en place? Quel est le leadership qui se met en place? Parce que les PPP, dans tous les cas, c'est un cadre juridique qui doit être animé par des acteurs ou par une communauté. Vous parlez de la maturation des projets. C'est une réalité, je suis désolée. Quand le professeur Bondoma dit qu'on a corrigé au fur et à mesure, oui, c'est ça aussi le problème. Si on corrige dans ce rythme-là et qu'à un moment donné, la machine ne se met pas en action de manière, je peux dire quoi, spontanée et globale, il est fort possible que pendant qu'on traite le palu ici, que la fièvre déclenche de l'autre côté, que la typhoïde se mette en place, que le cancer s'ajoute, etc. Et que les factures, la facturation aussi va... Donc, je pense qu'il vaut mieux résoudre, pas seulement résoudre le processus de passation des marchés, à un moment donné, quand on se rend compte que ça coince. Pendant ce temps, on a des comportements déviants. Pendant ce temps, on a quelques préoccupations quand même en ce qui concerne la pertinence des projets. Parce qu'il a dit quelque chose d'important. Ce sont des ouvrages qui sont ensuite restitués à l'État. En réalité, cet État qui travaille pour le bien-être des populations. Donc, le choix de ces projets ne peut pas se faire également sans ces populations. Quand on parle des indemnisations, donc on se rend compte que c'est un outil qui va demander la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Quand on prend l'État, il faut aller jusqu'à ce niveau-là, parce que ce sont des projets importants, jusqu'aux populations bénéficiaires, jusqu'à leur contribution, leur implication. Donc en réalité, c'est un outil de gouvernance inclusive. Et on peut se poser la question de savoir quel est l'état d'esprit qui met cet outil en place. Alors, votre livre à la page 121, vous parlez des bases d'une plus grande efficacité des partenariats publics-privés au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revoir la loi? Le CARPA est placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, mais ce ministère n'a pas un pouvoir sur les autres ministères. Est-ce qu'on ne devrait pas, placer le CARPA sous la tutelle du Premier ministre? Première chose. Deuxième chose, revoir la loi même et peut-être donner plus d'impulsion
au partenariat lui-même. Ça allait permettre que les entités, les institutions s'orientent beaucoup plus vers les PPP. Oui. Pour revenir au Premier ministre, il y a quand même un amalgame, on dit quoi, un amalgame qu'il faut qu'on évite. Le service du Premier ministre est un service de coordination. Quand on voit même comment l'infrastructure au niveau du Premier ministre, des services du Premier ministre grandit, on a de quoi quand même être un peu inquiet. De ce point de vue, renvoyer tout. Chaque jour oui, on ne peut pas comprendre que ce bâtiment. L'inflation institutionnelle. Bon, mais sauf qu'il y a un problème parce que de coordination, le CAPAD est censé agir sur pratiquement tous les ministères. Il a un travail transversal, mais sauf qu'il est logé au ministère de l'économie. On peut comprendre parfois qu'il soit boudé par certains ministères comme le ministère des Travaux publics. On a eu récemment le cas des péages. Je pense qu'il y a eu... non, mais il y a un Premier ministre. Au contraire, c'est une parfaite symbiose avec les partenaires publics, y compris le ministère des Travaux publics, qui tire même véritablement la politique des partenariats publics-privés au Cameroun. Donc, on ne peut pas c'est un exemple alors. C'est un exemple à suivre justement. On ne peut pas dire. C'est pas un problème de coût. Et je vais vous dire, s'agissant des coûts, parce que tout à l'heure il faisait. Monsieur Serge Sepo faisait allusion au coût élevé des investissements. Mais dans un PPP, si vous élevez le niveau des investissements, vous, partenaires privés, c'est à votre risque, puisque c'est vous qui prenez ce risque. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui parle de surfacturation 6 fois au-delà de la norme par rapport à d'autres pays africains. Dans d'autres modes contractuels. Mais en PPP, lorsque vous vous amusez à accroître le coût de l'investissement, c'est vous qui portez ce risque-là. Donc, voilà un autre avantage du partenariat public-privé parce qu'il permet de respecter les délais, il permet de réduire les coûts. Maintenant, il y a vous savez, M. Obama, la communication, c'est un outil. S'il vous plaît, je suis pas cet argument. On va y revenir. Il y a une incidence, oui, pour l'État, mais vous savez que cela permet également à ceux qui sont dans la machine de bénéficier des ventes. Oui, c'est ça la réalité. Je vais y revenir. Je parlais de la communication parce que j'ai entendu certains pays voisins qui ont été cités en exemple. Le Sénégal, ici, par exemple. Et je ne voudrais pas rentrer dans des querelles diplomatiques. Je préfère parler de certains pays. Et je vais vous dire que dans chacun de ces pays-là, c'est un projet, un PPP, un seul. Une autoroute dans un cas et un pont dans l'autre. Non, c'est 12 projets. Prévus, mais pas réalisés, monsieur Nka. Et nous, si on doit raisonner en termes de prévision, on serait à plus que cela. Donc, en termes de projets réalisés, dans un pays, c'est une autoroute entre un aéroport et le centre-ville, et dans l'autre pays, c'est un pont. Combien de projets ont été réalisés jusqu'à terme PPP au Cameroun? Alors, combien de projets ont été réalisés jusqu'à terme? À date, nous en avons une demi-douzaine réalisés à terme et rétrocédés au porteur public. Dans le domaine de la santé, nous avons un projet d'hémodialyse à l'hôpital général de Douala, un projet d'IRM. Je vous dis qu'il a été rétrocédé. Et donc, il a fonctionné. Il a fonctionné. Peut-être qu'il y a des problèmes parce que justement le partenaire privé est arrivé au terme de son contrat et a rétrocédé l'infrastructure à l'État. Mais on ne peut pas accuser le partenariat public dans ce cas-là, puisqu'il a marché convenablement. C'est pareil avec l'imagerie à résonance magnétique dans la même formation hospitalière. Nous avons aujourd'hui des immeubles de rapport qui sont achevés avec la CNPS ici à Okolo. C'est fini, ces immeubles-là. Ils sont là, ils sont visibles, donc, ainsi de suite. Donc, je veux dire, pour le cas du Cameroun, dès lors que nous avons l'entrée dans le portefeuille des projets autoroutiers, je crois qu'il s'agit là véritablement du décollage de cet outil contractuel. Et moi, je vais vous dire, M. Obama, j'ai été à Kribi. Le contrat qui a été signé en décembre, là, allez voir les travaux qui se font sur le terrain, sur l'axe Kribi-Lolabé. C'est quelque chose de formidable. Si vous allez là-bas, vous n'allez plus parler de ces pays voisins auxquels vous avez fait allusion tantôt, parce que ce que j'ai vu, pays voisins communiquent plus que le Cameroun. Voilà, ce que j'ai vu comme travail sur le terrain, sur l'axe Kribi-Lolabé, c'est tout simplement magnifique, c'est formidable. Donc,
Voilà ce qui se fait. Bon, maintenant, vous parliez des bases. Vous citiez un passage pour une meilleure efficacité des bases pour une meilleure efficacité des partenariats publics-privés au Cameroun. Tout d'abord, c'est le respect du cycle des projets. Vous savez, quand on raisonne en termes de projet, tout projet a un cycle. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, imaginer, avoir une idée et dire que vous allez passer sur le terrain pour la réaliser. Ce n'est pas possible. Dans un projet, il y a un cycle qui part de ce qu'on appelle l'identification à la maintenance, en passant par la préparation, la sélection des partenaires techniques devant apporter le financement et devant construire la contractualisation avant que le projet puisse être réalisé. Il faut que nous apprenions à respecter cela. Parce que justement, ce que j'identifiais lorsque je rédigeais ce passage, c'était que beaucoup de porteurs publics de projets, dès lors qu'ils ont imaginé, ils ont eu une idée, veulent directement passer à la réalisation, et c'est ça qui bloque, parce que ça ne pourra jamais marcher de cette façon-là, tout au moins si on est dans le régime des partenariats publics-privés. Donc ça, c'est un préalable fondamental. Autre chose, nous sommes dans un environnement mouvant, et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les risques budgétaires liés au partenariat public-privé. Je crois que le professeur Rondois faisait allusion tout à l'heure à des cas de PPP. Je préfère parler de cas qui peuvent être assimilés à de l'endettement, notamment si vous allez dans un contrat de PPP où le partenaire privé se fait payer par des subventions. Donc c'est un engagement de l'État, parce qu'il y a des PPP pour lesquels le partenaire privé se fait payer par l'usager. Là, c'est acceptable. Mais lorsqu'il se fait payer par des subventions, à ce moment-là, il faut très bien apprécier les risques budgétaires pour l'État avant d'aller vers un contrat de partenariat public-privé. Et troisième chose, peut-être pas la dernière, mais je cite là les choses les plus essentielles, l'implication des bénéficiaires, c'est très important. Et c'est ce que les Nations Unies appellent aujourd'hui les PPP axés sur les populations. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire que vous allez réaliser un projet si les populations bénéficiaires ne sont pas associés dès le départ. Donc voilà ce qui constitue à minima les éléments. Propositions que vous faites. Voilà les propositions que nous faisons. La question de la rentabilité. Justement. Parce qu'il nous revient, plusieurs partenaires, du moins des acteurs privés, estiment que les projets que le Cameroun propose dans le cadre du partenariat privé-public sont assez chers. Et les risques sont régulièrement élevés, pour reprendre ce que vient de dire le professeur Odonoulé. Mais en fait, c'est une question de partage de risques. Dans un la rentabilité n'est pas assurée. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est une question de partage de risques. Parce que dans un partenariat public-privé, il faut quelqu'un qui porte le risque politique. En général, c'est l'État qui porte le risque politique. Il faut quelqu'un qui porte le risque de marché. Il faut quelqu'un qui porte le risque financier. Lorsque vous vous asseyez sur la base d'une étude de faisabilité, vous, dans le cadre de la négociation, vous identifiez qui doit porter tel ou tel risque. Et justement, si l'étude de faisabilité indique que le projet est déficitaire, la discussion sur la prise du risque de marché sera très houleuse, parce qu'aucun partenaire privé, effectivement, ne voudra s'engager dans un projet où le marché ne lui garantit pas un retour sur l'investissement. On va revenir à vous pour conclure. On va faire un dernier tour de table. Si vous permettez. Une question, allez-y. Alors, vous avez accordé votre caution au projet de couverture santé, le partenariat sur la couverture santé universelle. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous apporter des éclairages? Qu'est-ce qui justifie que la CNPS soit mise de côté pour une entité inconnue du grand public qui n'a aucun actif? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans des cas spécifiques institutionnels entre telle structure et telle autre. Je suis plus à l'aise, par contre, lorsqu'on me demande de parler d'une procédure. Et si vous me demandez de parler de la procédure qui a abouti à la sélection d'un partenaire donné, je peux vous en parler avec... Elle débute avec vous, c'est vous qui donnez votre onction, votre cachet
Justement, alors si on doit... il nous reste très peu de temps. Est-ce que la procédure... que j'aurai assez de temps. La procédure a été respectée pour le cas de la... Et je confirme... C'est vrai qu'on en parlera peut-être un de ces matins. Avant peut-être de donner une réponse nette, en termes de procédure, vous avez deux modalités. C'est exactement comme en marché public. En marché public, vous avez l'appel à concurrence, vous avez ce qu'on appelle le gré à gré. Dans la procédure des PPP, vous avez la procédure d'appel à la concurrence et vous avez la procédure de dispense à la concurrence. La dispense à la concurrence, elle est accordée lorsque l'autorité en charge des marchés publics estime que les capacités techniques et financières du partenaire sont suffisantes pour qu'on puisse aller vers une dispense à la concurrence. Cette dispense à la concurrence, le groupement NTMC l'a obtenue. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la société de projet qui a été créée justement pour mettre en œuvre le projet. Mais vous oubliez souvent que derrière la société de projet qui est créée, il y a un partenaire coréen qui, en réalité, a procédé à toutes les négociations. Et c'est New Tech Management Technology qui est ce partenaire privé dont on ne peut pas dire qu'il n'a aucune expérience et qu'il n'a aucune capacité. On va peut-être prendre le temps un jour de parler de la couverture santé universelle. Monsieur le Président, c'est vous qui allez conclure l'émission. On permet à chacun de dire au mot les solutions envisageables. Docteur Nka, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait plus, du moins qu'on s'oriente beaucoup plus vers les partenariats publics-privés? Il faut que l'État change un peu et que l'État devienne un acteur économique digne de ce nom. Parce que l'acteur économique digne de ce nom, c'est celui qui anticipe. Et je suis un peu surpris que le président du CAPA célèbre une route qui était pensée il y a 10 ans. Peut-être ce sont les succès de retard qui nous animent, qui sont célébrés dans notre environnement. Mais moi, mon objectif, c'est quoi? C'est qu'on anticipe. C'est-à-dire, lorsqu'on veut construire une infrastructure, qu'on prenne tout le détail et qu'on lance, que tout le monde vienne. Il y a des publics, il y a comment je dirais, il y a Serge qui parle de la CNPS. Mais vous voyez bien qui est parti. On est allé chercher ailleurs. Ça, c'est certainement, il a dit, il faut éviter des questions diplomatiques parce que ces acteurs, c'est le fruit de la diplomatie aussi. Mais l'État lui-même doit se réformer. Se réformer, c'est son réaménagement. Moi, je suis, peut-être, c'est une figure de style lorsque le professeur Biwele dit que c'est nous tous. Non, professeur, ce n'est pas ceux qui nous regardent là. C'est ceux à qui on a donné le mandat. Et lorsqu'on leur a donné le mandat pour nous amener quelque part, ils ont l'obligation de respecter, certes, les procédures, mais aussi l'esprit et l'environnement du temps mondial. L'environnement du temps mondial aujourd'hui, c'est qu'on va vite, on anticipe. C'est pas quand on a raté nous-mêmes le fruit du clientélisme et on veut un rattrapage qu'on va finalement céder aux pratiques et on vient les célébrer. C'est aussi un peu... Je ne sais pas si on l'a célébré sur le plateau, il a seulement indiqué comment ça se passe pour ça, on doit donner votre mot de fin, des solutions peut-être à envisager. Alors moi je suis très optimiste quand j'entends le professeur Bondo m'a parlé. Je suis optimiste également parce qu'en réalité on n'a pas beaucoup de choix. Quand on voit l'environnement tel qu'il se dessine, je ne suis pas une porteuse de mauvaises nouvelles, mais on voit comment la Covid également peut être une contrainte qui vient constituer une pression supplémentaire sur nos ressources. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il est fort possible qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de choix et que ce levier puisse être un outil efficace. Maintenant, ce sont les conditions autour de la mise en œuvre de cet outil. Il ne faut pas revoir la loi peut-être? Bon, j'avoue que j'ai pas prêté attention à la loi. Je pense qu'au plan juridique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Au plan juridique, il y a certainement beaucoup de régulations qu'il faudra revoir parce que la forme de l'État a changé. On a beau le dire. Donc moi, je pense que nous sommes dans un environnement, c'est vrai, là nous parlons de l'outil PPP, mais qui s'inscrit dans un environnement qui est un environnement de transformation globale. Et c'est en cela que moi, je pense qu'il est important de ne pas voir l'outil seulement du point de vue, de manière très parcellaire. C'est vraiment un tout. C'est voir comment est-ce qu'on engage cette transformation-là pour les 10 ans à venir, tenant compte de ces enjeux. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'on ne peut plus se satisfaire aussi facilement, soit des lenteurs ou justifier les retards. On ne peut plus se satisfaire aussi longtemps des projets qui ne sont pas à maturité. C'est un discours à un moment donné qui devrait
pour lesquels on devrait se séparer. Moi, c'est là l'enjeu. Comment faire à un moment donné, comment faire en sorte que les dispositifs actuels qui s'inscrivent malheureusement dans un mouvement de transformation profond, parce qu'on a beau dire la décentralisation se met en place. Si au niveau central, les problèmes se sont présentés tels qu'ils sont présentés, au niveau régional, il faut se dire également que, je ne sais pas si le CAPA sera décentralisé, mais toujours est-il que si la préoccupation reste celle-là et que le CAPA est sollicité, vous imaginez très bien l'ingénierie qu'il faut D'accord. Donc il faut faire confiance. La dernière chose à mettre également sur la table, je parle là aux journalistes qui jouent leur rôle certainement, mais il faut beaucoup communiquer, il faut informer. Je pense qu'il y a un besoin. Lorsqu'on entend le professeur, je voulais d'ailleurs vous remercier de l'avoir invité, de nous avoir invités. Lorsqu'on l'entend parler, ça donne espoir. Et puis je crois qu'il y a de fausses nouvelles dans l'environnement qu'il faut déconstruire. Mais pour déconstruire ces fausses nouvelles, il faut aussi venir avec des évidences. Parce que lorsqu'on vient sur un plateau, on va d'abord dans le site du CAPA, on essaye de voir les informations qui sont diffusées. Et on commence par là, par la vitrine, et puis on se dit, bon, si ces informations ne sont pas sur le site, bon, il faut rêver de rencontrer le président. Mais si on ne le rencontre pas, on n'aura que ce qu'il y a dans le site. D'accord. Alors, on va donner la place à Janice qui va nous faire le fact-checking du jour. Président, les privés qui veulent investir, qui veulent du moins intervenir dans des projets, comment ils font? Est-ce qu'il y a une procédure? Effectivement, il y a une procédure qui consiste pour les privés qui souhaiteraient investir dans les projets en PPP. C'est une procédure concurrentielle. Dès lors qu'un projet... Vous avez parlé de deux procédures. Voilà, il y a deux procédures. Dès lors qu'un projet a traversé l'étape de l'étude de faisabilité et a été déclaré éligible au régime des contrats de partenariat, alors il y a un appel public à manifestation d'intérêt qui est lancé et qui permet donc aux partenaires privés intéressés de pouvoir se manifester. Ça, c'est l'une des procédures. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle des propositions spontanées qui débouchent donc généralement sur des dispenses à la concurrence. Une proposition spontanée qui est endossée par un porteur public de projet peut déboucher sur une dérogation à la concurrence, et à ce moment-là, il faudrait que le porteur du projet puisse établir que les capacités techniques et financières de ce porteur, de cet investisseur-là, sont avérées pour lui permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la procédure. Et je voudrais donc... Et à quel niveau intervient le ministère des Marchés Publics? Avant? Non, le ministère des Marchés Publics n'intervient pas dans la procédure PPP. Je vous ai dit que c'est deux procédures qui sont, j'allais dire, parallèles ou différentes dans la contractualisation de l'investissement public. En marché public, la particularité, c'est que pour passer un marché public, vous devez disposer de la ressource. Si vous n'avez pas d'inscription budgétaire, vous ne pouvez pas lancer une procédure de contractualisation en marché public. Et dans le contrat de partenariat, par contre, c'est l'inverse. Vous n'avez pas de ressources, vous pouvez vous engager dans un PPP en comptant sur le financement du partenaire privé. Est-ce qu'il n'est pas, peut-être c'est votre mot de fin, ça c'est peut-être ma solution, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui envisageable de mettre sur pied un ministère de promotion des partenariats publics-privés? Peut-être que là, au moins... Je ne crois pas que ce soit forcément la multiplication ou alors l'accroissement de la taille des institutions qui fera en sorte que on puisse avoir davantage de projets sous le régime des PPP. Je vous indiquais tantôt que ce que nous voyons déjà depuis l'année dernière nous donne espoir. Parce que jusque-là, on attendait des projets véritablement de grande envergure, mais là, il y en a un qui est signé, qui a été signé en décembre. Il y a deux en cours de procédure et beaucoup d'autres en cours de préparation. Donc, c'est vraiment un espoir que nous avons que dans les années qui viennent, le montant des investissements sous le régime des PP pourra véritablement s'accroître. Et je dois dire, pour terminer, que l'aspect décentralisation est pris en compte ici. C'est un aspect qui avait été anticipé parce que j'indiquais tantôt que les porteurs publics de projets peuvent être non seulement les ministères, mais les CTD. Or, dans le cas des CTD, je n'ai pas décrit toutes les instances qui sont incluses dans la procédure. Dans le cas des CTD, il y a une possibilité pour elles
que l'analyse primaire du dossier soit faite par des responsables locaux avant que la décision puisse être remontée ici. Et donc, cela permet qu'au plan local, un premier travail puisse être fait, notamment en termes de soutenabilité budgétaire, avant que le CARPA puisse se prononcer sur l'éligibilité des projets de CTD. Et nous en avons déjà, puisque l'ancienne communauté urbaine de Douala a lancé, qui est aujourd'hui la ville de Douala, a lancé des projets sous le régime des contrats de partenariat. Le marché Congo dont on parle, c'est le fruit d'un contrat de partenariat qui est en train de s'exécuter en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. On n'a plus assez de temps. On va accueillir rapidement Janice Kamouga. Janice, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Ça va bien, merci. On va faire le fact-checking du jour et on reparle du sujet des bâtiments, du nouveau sujet de l'incendie des bâtiments dont nous parlions donc jeudi dernier. Pour mémoire, une vidéo présentant un nourrisson calciné dans un domicile de la localité tenait pour responsable les forces de défense camerounaises. Où en est-on aujourd'hui? Alors, on en sait un peu plus sur cette vidéo qui a alimenté le buzz en fin de semaine dernière, en substance du communiqué publié aujourd'hui par le ministère de la Défense. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas à l'origine de cette horreur. Selon le document, ces événements renvoient à un règlement de compte entre deux factions séparatistes et en pignon sur rue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment l'ADF, l'Ambazonian Defense Force, et le SOCADEF, le Southern Cameroon Defense Force. Les investigations menées par les forces de défense ont permis d'établir que le monsieur sur la vidéo est surnommé General Commando, membre actif de la SOCADEF à Batibo. Son épouse et lui ont donc échappé à un raid du groupe rival ADF, laissant leur bébé dans leur repère qui servait de dépôt de carburant frelaté et de poudre à canon. Malheur en a pris et le résultat est celui que nous avons tous vu. Mensonge et contre-vérité sont donc les mots utilisés pour qualifier toutes les méthodes, tous les arguments émis sur la toile et ailleurs pour, je cite, démoraliser, voire démobiliser les forces de défense camerounaises dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité nationale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. Dans le même sillage, une autre vidéo a circulé ces derniers temps présentant un individu quasiment torturé par les forces de l'ordre. Info ou Intox? Intox, Ernest, une autre sortie du ministère de la Défense camerounais ce jour par voie de communiqué. Le chef de division de la communication, le capitaine de vaisseau à Tonfac, nous livre les résultats des premières investigations menées à ce sujet. En un, l'identité de la victime est connue. Il s'agit du nommé Jean Faye Fungon, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local. Ses bourreaux ont également été identifiés. L'on aurait 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers. Officiellement, par cette sortie, le haut commandement militaire se désolidarise de tels agissements qui n'entrent pas en droite ligne avec le respect des principes d'engagement des forces de défense et de sécurité, mais également du respect des droits de l'homme. Donc, c'est une vidéo authentique et les forces de l'ordre présentes sur cette vidéo ont également été identifiées et seront punies selon la loi martiale. Usurpation d'identité, escroquerie, arnaque, le préfet du Fundi, victime ou pas? Alors, le préfet du Fundi est victime en ce moment par un communiqué rendu public aujourd'hui. Le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Djikdint, attire l'attention du public sur des individus véreux qui se présentent au téléphone auprès de personnalités sollicitant même des transferts d'argent. L'un des numéros impliqués dans ce réseau d'arnaque est connu. Il s'agit du 6 99 54 85 33, un numéro orange donc, et nous avons essayé de vérifier si une identité est associée à ce numéro. Aucun compte Orange Money n'est rattaché à ce numéro, mais les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur ces hors-la-loi. 6 99 54 85 33. Quelqu'un pourrait reconnaître le numéro de son époux ce soir. Attention, la fête de la Saint-Valentin est passée, heureusement. Voilà, donc le préfet
qui dénonce donc ces tentatives d'arnaque dont sont victimes certains Camerounais. On va remercier ceux qui étaient avec nous ce soir. Janice, merci d'avoir été avec merci nous. À Très vous. belle veste, c'est l'écossais, c'est ça? On espère que c'est pas celle de Steve Fan ce week-end. C'est pas Gucci? C'est pas Gucci. Parce qu'on Gucci avec Y à la fin. de Gucci qui va dire qu'il ne reconnaît pas avoir cousu cette veste-là. Merci d'avoir été avec nous. Pour son doigt on vous remercie infiniment d'être venu. Les portes de Bnews en vous sont toujours ouvertes. Docteur Pianka, merci d'avoir été avec nous et beaucoup de courage pour Sens Politique. Monsieur le Président, on vous remercie infiniment d'avoir été là et j'espère que vos explications ont édifié nos téléspectateurs à la maison. On remercie également Serge Sepo qui est reparti de la maison pour venir prendre part à l'émission. Le professeur Ngouatabi n'a pas pu être là, tout comme le professeur docteur Armand Elono qui devait être avec nous, qui est toujours en réunion au ministère des Finances en ce moment même. On dit merci à toute l'équipe de production réunie autour de Verlin, Kouété, Dimi, Obélé, Fouda et tous qui ont travaillé derrière. Enfin, un clin d'œil à Benjamin Tanga qui fait un excellent travail de marketiste et de marketing en même temps. Le programme sera rediffusé demain lorsqu'il sera 13h à Yaoundé au Cameroun. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Bnews 1, mesdames et messieurs. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Et bonsoir.